Bonjour à toutes et à tous, je suis Quentin, votre professeur DigiSchool et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau live de correction du bac 2018. On est ici pendant 1 heure tous ensemble pour corriger l'épreuve de sciences économiques et sociales de terminale ES ainsi que l'épreuve de spécialité sciences sociales et politiques toujours de terminale ES. Donc c'est parti, je vous propose qu'on regarde ça tous ensemble. Donc moi ce que je vais corriger ici c'est l'épreuve composée. Donc juste avant on a eu la dissertation qui était aujourd'hui une dissertation d'économie. L'épreuve composée, donc je vais procéder en plusieurs temps. On va commencer par la première partie de mobilisation des connaissances. Après je regarderai l'étude de documentaire. Et à la fin la synthèse, la question de synthèse, et entre chaque morceau d'épreuve, je prendrai les questions. Donc c'est parti. Donc la première question qui nous était posée dans cette épreuve composée, c'était donc la première question de mobilisation des connaissances, montrer à l'aide d'un exemple que la croissance économique s'auto-entretient. Alors, je vais commencer à présenter les enjeux de la question. Pourquoi, à mon avis, il demande à l'aide d'un exemple ici. C'est parce que c'est une question qui est assez difficile de manière abstraite, qui est assez technique. Bon, moi j'ai fait le choix de la traiter d'abord de manière un petit peu technique pour voir comment on faisait, mais le cœur de la question, qu'on verra après, c'était d'utiliser un exemple avec le bon vocabulaire et les bons concepts. Alors, dans cette question, il y avait l'idée, donc vue au programme, donc cette question, elle fait référence au premier chapitre qui s'appelle « Quelles sont les sources de la croissance économique ?» Et dans ce premier chapitre, quelles sont les sources de la croissance économique? Une des principales sources mises en évidence dans le programme, c'est la productivité globale des facteurs, donc productivité du facteur travail d'un côté et productivité du facteur capital de l'autre. Et cette augmentation conjointe de la productivité globale, qu'on appelle la PGF, c'est la part de la croissance qui s'explique pas par l'augmentation de la quantité de ces facteurs de production, mais également par le progrès technique. Je prends un exemple. Si j'ai 4, admettons, unités de capital, et que je passe à 5 unités de capital, bon ben, le taux de croissance de mon facteur capital, c'est 25%. Mais si ma production n'augmente pas de 25%, mais 40%, admettons, il y a un résidu de 15 points, et ça, c'est la productivité globale des facteurs, le progrès technique. Et c'est en ça que, du coup, les théoriciens de la croissance endogène, c'est de ça que les théoriciens de la croissance endogène partent. Ils se disent, ben voilà, on a une part de la croissance qui s'explique pas seulement par l'augmentation conjointe des quantités de facteurs, mais également par, si on veut, la qualité des facteurs de production, leur productivité, en somme. C'est pour ça que j'ai mis que l'augmentation de la PGF ne constitue pas une source de croissance tombée du ciel, et c'est en ça qu'on a une rupture avec les économistes classiques qui ne parlent pas ou très peu du progrès technique. Et les théoriciens de la croissance endogène se demandent d'où vient ce progrès technique. Et pour eux, ce progrès technique, qui permet une augmentation de la croissance économique, provient de différents types de capitaux. Et notamment, j'en ai gardé deux principaux, il y en a plusieurs, mais ici on se contentera de ces deux-là. Le capital technologique, donc les machines, les logiciels, tout ce qui permet finalement d'améliorer la productivité au sein notamment des entreprises. Et le capital humain, défini en 1964 par un économiste qui s'appelle Gary Becker, comme l'ensemble des qualifications et des compétences accumulées par un individu à des fins productives. Donc par exemple une formation, etc. Bon, alors, comment toutes ces choses-là mises ensemble, en fait, ça crée un processus de croissance économique, c'est-à-dire d'augmentation de la production en général d'un pays, en général c'est comme ça qu'on mesure. Comment tout ça, ça permet au final une augmentation de la croissance économique. Alors déjà,
la productivité des différents agents, je vais commencer comme ça, des agents économiques qui accumulent ces différents capitaux, augmente. Par exemple, on peut imaginer que si je suis davantage qualifié, je serai plus efficace à un certain poste de travail, par exemple. D'autres agents économiques qui accumulent ces capitaux, qui accumulent ces capitaux, vont bénéficier de ce capital sans en payer le prix. Par exemple, si je suis une formation qui va augmenter mon capital humain, d'accord, c'est moi qui en paye le prix. On dit en économie que j'ai un coût d'opportunité à la poursuite d'études. Bon, eh ben, ce qui va se passer, c'est que l'entreprise qui m'embauche, elle va bénéficier de la formation dont j'ai bénéficié puisque je serai davantage productif. Donc déjà, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une externalité positive. Une externalité en économie, c'est quand l'action d'un agent a des conséquences positives ou négatives. Ici, en l'occurrence, elle est très positive. Positive ou négative sur un autre agent économique sans qu'il y ait de rétribution marchande. D'accord ? Ça, c'est le premier morceau. Le deuxième morceau, c'est que l'accumulation des différents types de capitaux qu'on a cités permet de dégager des rendements dits croissants, c'est-à-dire une hausse de la production a pour conséquence une meilleure répartition, on dit, des coûts fixes. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que on retiendra le plus simplement que je produis plus efficacement. Ainsi, ces deux phénomènes mis ensemble, on a une croissance de long terme auto-entretenue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agrégation de ces différents capitaux, l'agrégation du capital technologique, du capital humain, crée une croissance auto-entretenue. Ça veut dire que une hausse de la production, permise par une hausse d'un des types de capital que j'ai cité, permet d'augmenter les revenus, ce qui permet de générer des moyens pour accumuler davantage de capitaux. Par exemple, on peut imaginer que si le bénéfice de mon entreprise augmente, j'aurai davantage de moyens pour acquérir des logiciels performants. Et par là, du coup, d'augmenter la production et la croissance. Voilà ce que j'ai voulu dire ici. Donc là, ici, on a essayé de le faire en termes un petit peu techniques, même si j'ai quand même essayé de m'appuyer sur l'exemple de la formation. Que j'ai un petit peu développé ici, où j'ai essayé de montrer que on pouvait montrer que l'accumulation de capital humain par la hausse du niveau d'éducation, la formation, mais également par une meilleure santé, d'accord ? Il est assez facile de comprendre que si je suis en mauvaise santé, je vais être beaucoup moins efficace à mon poste de travail. Tout ça peut être source de croissance. En effet, une population en meilleure santé et avec un bon niveau de formation sera davantage apte à travailler efficacement. Pour cause, le capital humain accumulé par les individus via la formation, conformément à ce que j'ai dit plus haut, profite à d'autres agents économiques, notamment les entreprises, qui vont les embaucher. Et ça va augmenter l'efficacité globale des facteurs, en fait la productivité globale des facteurs. Donc ça justifie une chose très importante pour les théoriciens de la croissance endogène. Ça justifie, donc on peut citer des auteurs par exemple comme Barrow ou Lucas, ça justifie que l'État prenne en charge une partie par exemple de l'effort d'éducation ou de santé afin que la population de ce pays soit la mieux éduquée possible, en meilleure santé possible. Donc par exemple, un exemple de politique publique d'éducation, c'est la présence d'universités publiques ou, dans le cas de la santé, d'hôpitaux publics. Donc voilà, là on pouvait bien montrer à partir d'un exemple comment la croissance économique, par l'interaction des différents capitaux, s'auto-entretenait. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre les questions par rapport à cette... Alors, les questions sont un petit peu en vrac, hein, je suis désolé. On me demande, est-ce que c'est grave si on a pris le cycle du crédit comme exemple? J'imagine que c'est dans cette partie-là. Est-ce que c'est grave si on a pris le cycle du crédit comme exemple? Il n'y a que ça? J'ai demandé justement à ce qu'elle précise un peu la question. Sinon, en attendant, alors le C3 c'est après. Donc je note. Beaucoup de questions sur le C3 justement.
serait-il possible de redire les 4 capitaux concernant la croissance endogène NVT? Alors, ceux que j'ai cités, du coup, capital humain, capital technologique. J'ajouterais le capital naturel. Donc, c'est essentiellement... On met essentiellement les ressources naturelles dedans et les infrastructures, donc infrastructures de transport, routes, rails, etc. Ok. La personne a précisé sa question. Alors, est-ce qu'on pouvait prendre l'exemple d'une banque qui prête facilement en période de croissance et fait des bénéfices grâce aux intérêts? Est-ce que c'était un bon exemple à utiliser dans cette partie-là? Pour moi, c'est pas du tout dans l'idée de croissance auto-entretenue. Pour moi, ça c'est davantage l'idée de l'explication des... Je comprends l'idée, en fait, c'est plutôt dans l'explication des fluctuations économiques qu'on va utiliser le cycle du crédit. C'est pas dans l'idée d'une croissance auto-entretenue, c'est dans l'idée d'une croissance fluctuante. Ce qui est une question un petit peu différente. Après, j'imagine qu'il y avait une façon de l'amener, je ne sais pas comment ça a été fait, mais moi, j'en aurais pas parlé. Pauline, si on a parlé de la croissance extensive en épreuve composée, la première question, est-ce que c'est foutu? Moi, j'en parle un peu sans la citer, quand je dis au tout début que la croissance de la productivité globale des facteurs, bon, bah, c'est la croissance finalement intensive, c'est-à-dire c'est la croissance qui s'explique par une plus grande efficacité des facteurs de production et non par une augmentation de la quantité des facteurs de production. C'est ça la définition de la croissance extensive. Donc si on pouvait l'évoquer, après il ne fallait pas trop s'étaler et il fallait vite passer au côté auto-entretenu. Est-ce que c'est grave si on a inversé les termes de solidarité organique et mécanique? Ah, ça je répondrai plus tard, c'est pour, Spoiler. c'est pour après. On peut enchaîner un petit peu, je pense alors. D'accord. Donc là, donc ça, j'ai pris un peu de temps parce que c'est pas une question facile. La deuxième question, alors cette fois-ci on avait de la sociologie, et il fallait montrer, je vais changer ça, il fallait montrer, toujours à l'aide d'un exemple, que les inégalités économiques et sociales pouvaient être cumulatives. Alors, comment on peut faire ça? Moi j'avais commencé par définir finalement ce que c'était une inégalité et surtout qu'est-ce qui distinguait une inégalité économique d'une inégalité sociale. Ça, je trouve, c'était très opérant pour après essayer de lier les deux et voir comment tout ça pouvait s'auto-entretenir. Donc, comment j'ai défini ça? Définition assez basique des inégalités, si on veut, définir les inégalités comme l'accès inégal entre des individus ou des groupes à certaines ressources socialement valorisées. Alors, ces ressources socialement valoriques ou sociales. On va voir comment. Donc, les inégalités peuvent être de deux natures. Économique, donc une inégalité économique, donc ce serait une inégalité d'accès à certaines ressources socialement valorisées économiquement, des revenus, du patrimoine, donc inégalité de revenus et de patrimoine entre des groupes, et sociale, donc là ce serait des inégalités culturelles ou politiques. Alors culturelles, on pourrait citer inégalité de diplôme, plus généralement inégalité d'accès à l'école, j'en parle un petit peu après. Également des inégalités politiques, par exemple des inégalités de représentation politique. Une fois qu'on avait vu ça, je trouvais que c'était pas mal de préciser, parce que l'enjeu de la question, c'était de les croiser et de voir comment elles pouvaient s'alimenter entre elles, c'est-à-dire être cumulatives. C'est-à-dire comment un type d'égalité, par exemple une inégalité sociale, pouvait engendrer une inégalité économique et inversement. Donc là, c'était un petit peu plus facile, c'était un petit peu moins abstrait, je trouve, que la première question, puisqu'on pouvait vite plonger dans un exemple, ce que j'ai fait. Alors moi, je suis parti des inégalités économiques, parce qu'en général, on parle traditionnellement en premier des inégalités économiques, sans forcément beaucoup développer la dimension sociale des inégalités. Donc moi, j'ai choisi de partir des inégalités économiques, en essayant de montrer que les inégalités en termes de revenus étaient à l'origine d'inégalités d'épargne, définies comme la fraction du revenu qui est la moins consommée. Si vous gagnez 1 000 €, il est évident que vous mettrez moins de côté chaque mois que si vous gagnez 4 000, sauf si vous consommez beaucoup, ça peut. Et elle-même source d'inégalité de patrimoine, et notamment inégalité de logement. D'accord ? Et ces inégalités économiques, on va voir comment elles se transforment en inégalités sociales. Et moi, j'ai choisi l'exemple de la réussite scolaire des enfants et essayer de voir comment le revenu et le patrimoine des parents pouvaient influer sur la réussite scolaire des enfants. Donc, il a été montré
que plus les revenus des parents étaient élevés, plus les risques de redoublement et d'échec scolaire étaient faibles. En effet, donc on voit bien, si le patrimoine des parents est élevé, on peut imaginer qu'ils auront une maison plus grande. Donc qu'est-ce que ça peut permettre concrètement? Ça peut permettre pour les enfants d'avoir une chambre individuelle. Et il a été montré, il y a toute une série d'études, plusieurs études sociologiques qui ont montré que le fait d'avoir une chambre individuelle favorisait la réussite scolaire puisque ça permettait d'avoir un environnement de travail calme. Et il a été montré que les enfants qui bénéficiaient d'une chambre individuelle redoublaient moins fréquemment que les autres. D'accord ? Donc là, on voit bien ici comment le revenu des parents, en définissant les conditions matérielles d'existence, plaçait l'enfant dans des conditions plus ou moins propices à la réussite scolaire. Donc on voit bien le lien entre inégalité de revenus, inégalité économique et inégalité scolaire. Donc voilà, donc là on voit comment les ressources financières définissent des modes de vie plus ou moins favorables pour la réussite scolaire, mais on aurait pu citer, là pareil je cite toujours éducation, mais comme la question précédente, on pouvait citer aussi l'exemple de la santé. Des inégalités de revenus, inégalités économiques, peuvent générer des inégalités d'accès à la santé, comme le montre le fait que le non-recours aux soins est beaucoup plus élevé chez les bas revenus. Donc là, on a un autre exemple pour montrer comment des inégalités économiques engendrent des inégalités sociales. Et on peut passer à l'autre, par exemple, des inégalités sociales, donc par exemple des inégalités de santé, engendrent des inégalités économiques, puisque on sera, je fais le lien avec la question précédente, ce qui n'était pas du tout demandé ici, mais je le fais, comme ça je trouve que ça donne de la cohérence. Des inégalités sociales engendrent des inégalités économiques, puis engendrent des inégalités face au poste de travail, donc face aux revenus. Je vais prendre les questions. Je prends quelques questions. Alors, c'est 3. Donc le fameux, pareil, c'est après solidarité organique et mécanique. Ouais, solidarité mécanique et organique, c'est après. C'est après. Alors, c'est grave si dans l'intro de l'ECE2, on a dit que le PIB réel signifiait qu'il a été déflaté, alors que c'est pas du tout vrai. Est-ce qu'elle va perdre beaucoup de points à cause de ça? Dans le CE2, le PIB a été déflaté. Alors ça, je prendrai après. Je peux répondre tout de suite? Non. Ouais, Non, non, on pouvait le faire. Non, alors je réponds parce que c'est une réponse courte. Non, on peut le faire. Super. Est-il correct si j'ai pris l'exemple des politiques de désinflation, de déflation numérique pour entretenir la croissance dans la première question de l'ECE, demande Sofiane. Politique de désinflation pour entretenir la croissance. C'est ça la question? Ouais, c'est ça. A priori, non. Après, toujours pareil, il faut voir comment c'était amené, mais en ayant en tête le programme, je pense pas que c'était demandé. Après, toujours. Moi, je l'aurais pas fait, mais si toujours pareil, hein, on pouvait peut-être le faire. Ok. Pour la première question de l'ECE1, est-ce que c'est grave si j'ai parlé d'externalité négative? Ah non, au contraire. Moi, j'ai parlé d'externalité positive, mais on pouvait faire le contraire. Parce que moi, j'ai parlé de croissance auto-entretenue au sens d'augmentation, mais on peut parler de l'inverse de la croissance, c'est-à-dire la récession, en disant, ben voilà, on pouvait avoir une récession qui s'auto-entretenait par des mauvaises infrastructures, un mauvais capital humain, et donc des externalités négatives. Ça peut être fait comme ça, peut-être que la personne a fait autrement, mais oui, tout à fait. Bonjour, si on a défini la croissance éco et introduit les termes de PIB et IDH pour commencer, et après parler de facteurs travail et capital, et ensuite de croissance endogène et exogène, est-ce que c'est bon? Oui, je pense. Qu'elle parle de son plan. Je pense, oui. Moriko qui nous demande, pouvait-on schématiser avec la reproduction sociale, père ouvrier, fils ouvrier, mais aussi avec le fait de préciser l'inégalité d'accès aux ressources telles que l'éducation, etc. Bien sûr. Oui, c'était même demandé. Dans le C1, j'ai parlé des facteurs travail et capital. Est-ce que je suis hors sujet? Non. Est-ce qu'on pouvait prendre l'exemple des inégalités de revenus qui engendrent des inégalités sociales de mode de vie? Bien sûr. Bien. En l'appliquant à un exemple, donc moi je l'ai fait au cas de l'éducation, on pouvait le faire aussi au cas de la santé, plus généralement au cas du logement, ou de la consommation qui gêne. Des inégalités du coup face à la consommation qui engendrent des inégalités face aux formes de sociabilité permises par la consommation, par exemple. Je pense à ça, mais il y a 1000 autres exemples.
Colline, hey DigiSchool, est-ce que vous pouvez parler du fait que les inégalités s'étendent jusque dans la vie active des enfants? Par exemple, moins de diplômes, plus de chômage. Bien sûr. On aurait pu faire une réponse très longue à cette question. Super. Dans le CE2, fallait-il forcément montrer que les inégalités économiques engendrent des inégalités économiques? Donc, je pense qu'il y a oui, bah oui, en fait, puisque à partir du moment où on dit qu'elles sont cumulatives, en fait, c'est qu'il y a une sorte de spirale des inégalités. Pas exactement une spirale, mais une sorte de cercle des inégalités, c'est-à-dire on parle des inégalités économiques, on arrive aux inégalités sociales, et on arrive à montrer que les inégalités sociales réengendrent des inégalités économiques et inversement. Ok. Balthazar qui nous dit, moi j'ai pas mal parlé du progrès technique en EC1, est-ce que c'est une bonne idée? Ah, c'était une très bonne idée. Super. C'était une très bonne idée. Est-ce qu'on peut parler des inégalités de capital culturel qui engendrent des inégalités scolaires, ensuite des inégalités d'accès au métier et ensuite des inégalités de revenus? Bien sûr. La logique est bonne. Le terme capital culturel est très approprié pour cette question. Pouvait-on parler du paradoxe d'Anderson ici, nous demande Glossy. Alors, si c'était amené correctement, oui, je pense tout à fait. Dans la mesure où on peut considérer que par rapport à il y a 30-40 ans, un même niveau de diplôme n'offre pas accès aux mêmes positions sociales, ce qui est la définition du paradoxe d'Anderson. On peut dire que oui, puisque du coup, il faut davantage de diplômes, davantage de titres scolaires pour espérer une mobilité sociale ascendante. Donc oui, je pense que c'était possible. Après, il fallait vraiment quand même pas oublier d'expliquer le caractère cumulatif. Mais je pense que oui, ça passait. Je vais parler de concurrence pure et parfaite. C'est bien. C'est un petit peu éloigné, je trouve. Le problème, en fait, ici, c'est que c'est pas très opérant, puisqu'ici, on raisonne clairement pas en concurrence pure et parfaite. Si vous aviez pris la dissertation qui a été corrigée par Florian juste avant, là, il fallait en parler parce que le cœur du sujet, c'était de déconstruire l'idée de concurrence pure et parfaite pour montrer que la réponse à la question, c'était un petit peu non. Ici, a priori, non. Léo qui nous demande si c'est possible de réexpliquer un peu la courbe de Lorenz, il n'a pas bien compris. La courbe de Lorenz, oui. Par contre, ici, c'était complètement hors sujet. Okay. Je veux bien réexpliquer à la fin, mais Là, c'était pas bon. Ici, c'était... si, parce que en fait, la courbe de Lorenz, elle mesure les inégalités au sein d'un pays, mais ça répondait pas à la question. D'accord. Morico, pouvait-on parler d'une réciprocité du PIB réel et du volume, du fait qu'il est croissant et l'autre suivra et vice-versa? Ça te dit quelque chose cette question? Je pense que c'est... Alors, je crois deviner que c'est pour la question suivante. Ah, d'accord. Tu pourras la reposer. Je vais essayer. Et est-ce que tu peux lui demander de formuler autrement? Je suis pas sûr d'avoir compris. On peut enchaîner. Alors, on arrive à l'étude de doc. Alors là, j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Donc du coup, je ne vais pas trop m'étaler. Pour tout un tas de raisons. Déjà parce que vous avez vu, c'est illisible. Donc je comprends que ça ait posé des petits problèmes. Alors on va essayer de décortiquer ça. Alors pareil, c'est en noir et blanc parce que le sujet était en noir et blanc. Du coup, c'est pas très visible. Je vais commencer par le présenter. Après, je vais essayer de montrer les espèces de les mécanismes qu'on pouvait mettre en évidence derrière tout ça et les rares interprétations qu'on pouvait en faire. Moi, je l'ai trouvé pas évident ce document parce que étrangement, on n'avait pas grand-chose dessus. Donc, on va voir ici comment on peut se débrouiller. Alors, déjà, le document qui nous est proposé ici, donc on a deux choses. On a le taux de croissance du commerce mondial en volume. Donc c'est sur l'histogramme ici, c'est le bâton qui est en clair, ici. Taux de croissance du commerce mondial en volume. Et du PIB réel en foncé ici. Donc à chaque fois, c'est en volume et réel, c'est-à-dire que c'est corrigé de la variation des prix. Donc c'est une mesure un petit peu, ça permet déjà de comparer dans le cadre du commerce mondial de marchandises les écarts de prix entre les pays et dans le cas du PIB réel de corriger des écarts, des différentiels d'inflation. Bon ça c'était pas la peine d'expliquer, c'est juste pour essayer de comprendre un peu la particularité du document. Il fallait préciser donc, que ça concernait la période 2017
2016, en ayant bien en tête que 2015-2016, c'était dans le document ici des prévisions. Ils ont laissé les prévisions. J'ai cherché sur Internet, les chiffres réels du coup sont à peu près conformes aux prévisions. Donc si jamais vous aviez oublié que c'était des prévisions, je pense qu'on ne vous en voudra pas. J'espère. Ça, et il fallait pas oublier aussi que c'était un document ici ça apparaît pas ici, mais c'était un document publié par le service statistique de l'Organisation mondiale du commerce. Donc si vous saviez que l'Organisation mondiale du commerce était une organisation supranationale constituée de 164 États qui se donnaient pour mission de construire les règles régissant le commerce mondial de marchandises, c'était très bien. L'idéal c'était de faire ça. Donc voilà comment on présentait le document. Donc toujours pareil, pas obligé de dire où, quand et qui. Voilà comment je procède. En général, je pense que ça marche assez bien. Alors, si on essaye de se plonger un peu dans le document, on constate des corrélations quand même assez nettes entre la croissance du commerce mondial de marchandises et la croissance économique. D'accord ? Croissance économique mesurée par la variation du PIB réel. Ainsi, par exemple, donc, si on regarde ici, c'est très clair, d'accord. On voit bien ici que quand le volume du commerce mondial diminue, ben en fait, la croissance du PIB diminue. Alors, on va voir dans quel sens ça va, quel lien on peut faire entre les deux. Là, on regarde juste statistiquement ce qui se passe. Pareil ici. Là, ici, d'accord, même si c'est un peu moins évident, on voit bien qu'il y a quand même une corrélation entre les deux. Ok. On va analyser le cas particulier d'ici après. Donc voilà, donc on pouvait citer un chiffre, par exemple 2013, les deux taux avoisinaient les 2,5%, donc ils sont à peu près équivalents. Alors comment on pouvait expliquer ça? Comment on explique finalement que l'ouverture commerciale, ici, permettait la hausse du PIB réel, puisque l'OMC, c'est aussi l'institution qui est organisée sur les 60 dernières années avec son ancêtre qui s'appelait le GATT, on va dire la libéralisation des échanges mondiaux. Comment on peut voir ça? En fait, à la suite de l'ouverture commerciale, premier argument, les consommateurs bénéficient d'une offre de biens et de services plus abondante, d'accord, et variée qu'en autarcie, c'est-à-dire en économie fermée. Et ça se traduit par des gains de pouvoir d'achat et de variété. D'accord. Quelles conséquences ça a? Ça renforce le fait que l'offre variée crée davantage de concurrence entre les firmes. Et s'il y a davantage de concurrence entre les firmes, il va y avoir deux choses. La première chose, c'est qu'il va y avoir une baisse des prix. Et la seconde chose, c'est qu'il va y avoir des biens de meilleure qualité. Ce qui va générer ces deux phénomènes, une hausse de la demande, donc une hausse des productions nationales. C'est comme ça qu'on peut un petit peu voir la corrélation entre les deux. Donc ça, c'est du côté des consommateurs. Et du côté des producteurs, les producteurs, quant à eux, peuvent trouver, avec l'ouverture commerciale, davantage de débouchés supplémentaires pour vendre leurs biens et leurs services, d'accord, mais également se procurer à moindre coût les biens dont ils ont besoin pour produire leur consommation intermédiaire, dans le cadre de la division internationale des processus de production. Pour ça, je renvoie au 3e chapitre du programme de terminale. Donc voilà, tous ces phénomènes que je viens de citer, permis par l'ouverture commerciale, ont favorisé la croissance économique sur les 60 dernières années, à des degrés divers, mais ça se retrouve toujours. Donc voilà, donc là on voit bien ici en quoi l'ouverture commerciale, donc la croissance du commerce de marchandises, a pu augmenter le PIB réel. On peut le voir dans l'autre chose. On voit aussi donc, que non seulement le commerce mondial influence le taux de croissance, mais aussi que l'activité, mesurée par le taux de croissance, l'activité économique, suivait une tendance un petit peu similaire au commerce mondial. Ça veut dire quoi? Par exemple, en 2009, année de récession, alors des fois on dit taux de croissance négatif, on peut dire ça, il vaut mieux parler de récession ici, avec du coup une baisse de 2% du PIB mondial, les échanges mondiaux ont plongé, d'accord, puisqu'ils ont baissé de 12,5%, c'est ça, ce qui est élevé. Comment on peut interpréter ça? On peut interpréter ça comme la conséquence d'une chute brutale de la consommation et de l'investissement, du fait de la baisse, déjà de la baisse des crédits accordés aux ménages et aux entreprises par les banques à la suite de la crise financière, et de ce fait donc de la consommation d'une part et de l'investissement d'autre part.
Tout ça, ça a eu pour conséquence de réduire les importations des pays et de favoriser le repli des entreprises sur leur marché intérieur, ce qui a favorisé une contraction du commerce mondial de marchandises. Donc ce phénomène ici, inédit, allait à l'encontre de plusieurs décennies d'ouverture commerciale et d'un taux de croissance supérieur au commerce mondial. Donc ça, il fallait essayer un petit peu expliquer pourquoi on avait la rupture ici. Donc les tendances ici, puis la rupture sur ces 2 années. Où on avait un taux de croissance supérieur, un taux de croissance du commerce mondial largement supérieur à celui de la production. Voilà. Et depuis 2010, on pouvait conclure, depuis 2010, les deux taux croissent à des rythmes à peu près équivalents. Pardon, je dis 2010, c'est depuis 2012, pardon. Avec toutefois une augmentation légèrement plus rapide du commerce mondial depuis alors maintenant 3-4 ans, ce qui laisse présager une reprise de la confiance pour les années à venir, avec potentiellement un retour sur l'année 2018-2019 à la tendance d'avant-crise. Donc voilà un petit peu ici ce qu'on pouvait démêler. Ce document il était assez compliqué parce qu'il était difficile à lire et il faisait appel à des notions où il fallait un peu piocher dans tous les chapitres de commerce international et essayer d'en faire un tout. Donc voilà, c'est une proposition de réponse. Je pense qu'il y avait d'autres façons de la construire. J'ai essayé de faire ça pour être le plus clair possible. Donc je vais voir avec les questions. Alors oui, ils sont plusieurs à nous dire, là il y a un petit débat. Ma prof nous a dit qu'il ne fallait pas interpréter les documents, mais seulement les analyser. Moi on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas interpréter dans SE2, il ne faut pas interpréter, blablabla. Est-ce qu'il fallait interpréter ou non? Ben, je reprends ça. À partir du moment où il faut caractériser, genre la consigne était vous présenterez le document, d'accord? Puis vous caractériserez les liens entre croissance du commerce et celle du PIB. Moi je trouve que le risque ici c'était de dire ben voilà, alors quand le commerce mondial diminue, la croissance aussi et réciproquement, ce qui est juste, hein, mais il faut l'expliquer. Donc il faut faire appel à des connaissances personnelles. À mon avis, faire un compte-rendu du document ici ne suffisait pas. Donc il fallait analyser ou interpréter. Mais pour moi, ça revient au même. C'est-à-dire que là, ce que j'ai tenté de faire ici, c'est que je prends une tendance et j'essaye de l'interpréter avec des connaissances. DigiSchool, alors c'était le réciprocité du P. Alors Morico tout à l'heure a reprécisé sa question. Oui. J'ai expliqué la croissance par le fait de son aspect de réciprocité, tel Ouais. que si le PIB réel augmente, le volume du commerce mondial augmente aussi, et vice-versa s'il baisse. Est-ce que ça te semble juste? Oui, après toujours. Même remarque que pour la question précédente, il fallait interpréter. Ah, il y a Marilou qui s'inquiétait, elle me dit, moi j'ai surligné mes titres en compo, est-ce que c'était une bêtise? Non, c'est pas, non, c'est pas très grave ça. Ok, Faudra pas le refaire plus tard, mais c'est pas grave. Pour le bac, c'est pas grave. ça marche. Pauline, si on a parlé de la théorie de spécialisation de David Ricardo pour expliquer tout ça, est-ce que c'est ok? Oui, mais oui. Oui, c'est un petit peu ce que j'ai fait quand j'ai parlé de division internationale du processus de production, puisque la division internationale du processus de production s'insère dans la spécialisation des pays. Par exemple, j'ai pas vraiment d'exemple. Si, il me semble que sur les voitures, la plupart des volants de toutes les marques de voitures, il me semble, c'est fabriqué en Pologne. Donc effectivement, on pouvait un petit peu réactualiser Ricardo en disant qu'il y avait une spécialisation internationale et que la hausse du commerce mondial pouvait s'expliquer par une nouvelle spécialisation. Alors il y a un auteur qui était très citable, c'était Paul Krugman. Mais actualiser Ricardo fonctionnait aussi. Est-ce que c'est bon si on a dit que volume c'était sans les effets de l'inflation, nous demande Colline? Oui, c'était très bien même d'expliquer, parce que Super. des fois on confond. Solidarité, donc EC3. Ça, solidarité, c'est après. Super. C'est juste après. EC3, EC3, EC3. Est-ce que c'est bien si j'ai dit qu'il y avait une déflation de 2007 à 2009 dans le C2? Je crains que non parce que c'est faux. Une déflation, c'est une hausse, c'est une baisse du niveau général des prix conjuguée d'un effet dit procyclique du crédit. Ça veut dire que les taux d'intérêt sont à zéro et ne parviennent plus à relancer l'activité, ce qui engendre une nouvelle baisse des prix. C'est ça la déflation. Et la déflation, c'est quelque chose de mémoire qui a
par exemple en France, qui n'a pas existé depuis 1945. La déflation, c'est... Non, il n'y a pas eu de déflation entre 2007 et 2009. On peut parler de désinflation, par contre, qui est la baisse du taux d'inflation, mais avec un taux d'inflation toujours positif. Colline qui nous demande, pouvait-on parler de la crise des subprimes pour le taux d'évolution de croissance négatif en 2008? Oui. Oui. On pouvait dire crise financière, crise des subprimes, crise bancaire, assez indifféremment, je trouve, ici. Mounir, moi j'ai simplement expliqué que lorsqu'il y avait expansion, une récession ou une dépression du commerce, le PIB suivait. J'ai mis quelques chiffres, mais j'ai pas vraiment expliqué pourquoi. Est-ce que c'est grave? Non, parce que c'est juste. Après, à mon avis, ici, il fallait interpréter un petit peu. Mais ça présage pas une mauvaise note à la question. Simpop, j'ai interprété en justifiant la relation entre PIB et commerce par la définition du PIB. Quelle est la somme des valeurs ajoutées, j'imagine, les VA, si le commerce augmente alors que les VA aussi, donc le PIB? Pardon. Ouais, en expliquant un petit peu, oui, c'est très juste. Okay. C'est très juste. Après ces quelques questions de ces trois, je pense qu'on peut passer à la suite. Ok. J'accélère un peu peut-être. Ouais, ça marche. Alors, EC3. Donc, le raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire. Non. Ici. Alors, ici on avait, alors j'ai commencé par regarder, on avait plusieurs documents qui de prime abord étaient assez arides, notamment le texte de Durkheim. On va voir ici comment on pouvait l'utiliser avec ses connaissances personnelles. Le deuxième, c'était un chiffre sur l'aide financière au sein des familles. Et le troisième, c'était un petit peu plus original. C'était un extrait d'un sociologue lyonnais, d'ailleurs. Le groupe de supporters ultra, c'est de la sociologie du football. Je pense que c'est pas un hasard qu'il l'ait mis aujourd'hui. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Alors ici, il faut toujours essayer de partir de ses connaissances perso, d'essayer d'avoir un plan qui essaye de tenir à peu près la route et après de s'appuyer sur les documents. En général, c'est comme ça qu'on fait. Mais si vous êtes parti des documents et que vous en avez déduit un plan, ce qui ici s'y prêtait pas mal parce qu'il y avait des... Par exemple, dans le texte de Durkheim, il y avait quasiment tout le grand 1 qui était donné. D'accord ? Enfin, l'idée principale. Et dans le texte de Nicolas Ourcade sur les supporters de football, il y avait des phrases qui, quand on les lisait, mettaient un petit peu la puce à l'oreille sur les nouvelles formes de solidarité. Donc je vais relire la question. À l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que les formes de solidarité ont évolué. Alors les formes de solidarité ont évolué, il ne précise pas trop quand. L'intérêt, c'est qu'il nous donne un texte d'Émile Durkheim, donc on savait à peu près qu'il fallait commencer au moment des fondations de la sociologie, c'est-à-dire à l'époque de Durkheim, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, pour essayer un petit peu de comparer avec les caractéristiques des sociétés modernes et contemporaines. Donc, ce que j'ai tenté de faire, j'ai déjà défini les solidarités comme l'ensemble des liens sociaux et des dépendances réciproques entre des individus, tenus les uns pour les autres au bien-être des autres, qui sont généralement membres d'un même groupe, la famille, la paroisse, le village, l'entreprise, on pouvait en citer plusieurs, le club de foot par exemple. Avec un élément de... Le problème posé derrière ça, en fait, c'est que le chapitre au programme, il s'appelle « Quels liens sociaux dans des sociétés où s'affirme le primat de l'individu ?» C'est-à-dire, il parle d'un paradoxe. On est dans des sociétés de plus en plus individualisme, où prime l'individu, la revendication d'autonomie individuelle, mais comment finalement on arrive à faire du collectif, comme on arrive malgré tout à faire des solidarités. D'accord ? Ce que j'ai essayé de reformuler avec la problématique suivante. Dans des sociétés où s'affirme le primat et l'autonomie de l'individu par rapport au groupe, donc j'ai repris le chapitre, quelle place pour les solidarités ? C'est ça qu'on pouvait interroger un petit peu une tension. Et plus globalement, quelle nouvelle forme de solidarité peut-on mettre en évidence dans les sociétés contemporaines ? C'est-à-dire ici, il y avait deux choses. Il y avait dire comment elles se sont transformées
et aujourd'hui finalement qu'est-ce qu'on a, et est-ce que finalement c'est si différent de l'époque à laquelle écrit Durkheim. Durkheim qui écrit justement, on va le voir, dans le passage d'un type de solidarité à un autre. Et là je vais répondre à une question, tout de suite à une question qui a été posée. Donc pour ça, alors si je m'y retrouve, voilà. J'ai fait un plan en 2 parties en fait. Ici ça servait, on pouvait faire 3 parties, mais sur le C3, souvent c'est un petit peu compliqué. 2 parties ici suffisaient. Donc du coup, je suis parti des sociologues un peu classiques, puisqu'ici on avait Durkheim dans les documents, pour voir comment on pouvait montrer que depuis le 19e siècle, en gros, on assistait à une transformation des formes de solidarité, tout en soulignant, et c'est l'objet de mon grand 2, si je vous montre, eh ben, il veut pas. Non, ça c'est après. Donc ça, c'était la première idée, tout en soulignant, on va voir dans le grand 2, qu'il continue d'exister des formes de solidarité traditionnelle, que les instances de solidarité traditionnelle restent quand même pas mal pourvoyeuses de solidarité. Alors, on va regarder ça. Donc, sociologue classique, le premier à citer là-dessus, c'est Durkheim, et le passage, je réponds à la question, de la solidarité dite mécanique à une solidarité dite organique. C'est ça tout le travail de l'œuvre de Durkheim, qui s'appelle De la division du travail social, qui est son premier ouvrage, qui est aussi sa thèse de doctorat, qui publie en 1893 et dont le document est un extrait. Qu'est-ce qu'on peut voir avec ça? Durkheim, lui, il s'interroge sur, après la révolution industrielle, il constate bien que les formes de solidarité traditionnelles, reposant sur la similitude d'individus, par définition, très peu fortement différenciés sur leur mode de vie, leur manière de penser, ce qu'il appelle une solidarité mécanique, et là je reprends ces termes, qui se nourrit, et j'aurais dû mettre des guillemets, qui se nourrit du partage des expériences. Donc c'est vraiment fondé sur la similitude, sur l'appartenance à un groupe presque de naissance, famille, village, etc. Ok. Et pour Durkheim, cette forme de solidarité qui exerce un très fort contrôle social sur les individus, où on a donc un primat du groupe sur l'individu, fait progressivement place, à l'époque où il écrit, à une complémentarité née de la division, de ce qu'il appelle la division du travail social. J'ai oublié social. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les individus ne peuvent plus être identiques, puisque l'efficacité de ce qu'il appelle les sociétés complexes, c'est-à-dire les sociétés industrielles, repose au contraire sur la complémentarité, sur la spécialisation des individus, et donc sur la différenciation. Et donc, en fait, pour Durkheim, chaque individu, chaque groupe d'individus est une sorte d'organe de la société, d'un tout, et chaque organe est indispensable au fonctionnement de l'ensemble avec des fonctions différenciées. Ça, c'était la première idée qu'on pouvait retrouver chez Durkheim. Donc, on pouvait citer les passages du document 1 qui appuyaient cette thèse-là. Un autre sociologue, peut-être un petit peu plus compliqué, au programme, c'est Georg Simmel. Georg Simmel, ici, il était précieux parce qu'il permettait d'utiliser le document de Nicolas Orcade, qui était pas forcément évident à utiliser, qui dit que la particularité des sociétés modernes, c'est que l'autonomie des individus progresse, comme chez Durkheim, et les liens deviennent beaucoup plus personnels, beaucoup plus électifs. Par exemple, dans le choix du conjoint, on pourrait ajouter aujourd'hui dans le choix des loisirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les liens sociaux deviennent de plus en plus pluriels. Il suffit, si vous regardez l'ensemble de vos instants de socialisation, par exemple l'école, un club de foot, une chaîne de télévision, etc. Si vous comparez avec vos copains, vous n'aurez pas forcément les mêmes choses. D'accord? Donc on a bien une individualisation, d'accord, des instants de socialisation et surtout des relations inter-individuelles qui sont de plus en plus électives. C'est le cas notamment, par exemple, dans le choix du conjoint, en sociologie du couple. Donc voilà, donc, ce que dit Simmel, c'est que l'individu appartient à divers cercles sociaux, parfois contradictoires. Par exemple, on peut tout à fait faire partie d'un groupe de supporters ultra, comme chez Nicolas Orcade, et écouter de la musique classique, ça n'est pas du tout incompatible
avec Zimmel. Donc finalement, on a une multiplication des communautés d'intérêt, en partie au détriment donc, des communautés traditionnelles, certes, mais tout ça va accentuer le processus d'individualisation. Et là, on pouvait utiliser, je vais juste finir sur cette partie-là, sur une citation du texte de Nicolas Ourcade. Il y avait une phrase, si je le retrouve, il est là. Il y avait une phrase qui était très importante, et c'était la dernière. Les groupes ultra ont cette particularité de promouvoir un fort esprit de groupe et un conformisme interne, tout en permettant, c'est ça que c'est important, tout en permettant des parcours individualisés en leur sein. Donc on a bien une cohésion du groupe, mais au sein de ce groupe, on a une pluralité d'individus qui proviennent de cercles sociaux différents. Voilà comment j'aurais utilisé ce document-là. Je vais un petit peu plus vite sur la deuxième partie, pardon, en expliquant que, je vais y arriver, voilà. Il fallait nuancer en montrant que certaines instances de solidarité mécanique traditionnelle, fondée sur la similitude, existaient toujours et étaient toujours pourvoyeuses de solidarité. Je vais beaucoup développer la famille parce que c'est l'exemple qui est donné, je vais en donner deux autres après. Donc, la famille est au fondement de l'appartenance sociale puisque c'est la première expérience sociale de l'individu. D'accord ? On dit que c'est une instance de socialisation primaire. Et la particularité de la famille, qui est donc une instance de solidarité mécanique, c'est qu'elle est fortement pourvoyeuse de ressources, d'accord, entre ses membres, comme le montrait le document 2. D'accord, on voit bien que quand vous êtes jeune, vos parents vous aident beaucoup, par exemple si vous faites des études, et ils vous aident aussi quand vous êtes vieux, quand vous devenez dépendant. Comme le montre l'espèce de courbe en U qu'on a dans le document 2. Donc voilà, donc on n'a pas du tout un déclin des solidarités, on a bien une transformation des solidarités avec toutefois le maintien de certaines formes de solidarité mécanique, ce qui permettrait de montrer le document 2. On pouvait citer, je ne vais pas y arriver, on pouvait citer l'école, qui correspond elle aussi à sa manière à la cohésion sociale et à la solidarité, d'accord ? Je vous laisserai lire le document. Et le travail qui continue de contribuer à la solidarité, j'ai écrit organique, je me suis trompé, c'est mécanique, notamment par le rôle des syndicats qui constituent des groupes d'appartenance par similitude et communautés d'intérêt. Voilà. Quelques questions ? Oui. Alors, on va faire assez vite. Pauline, est-ce que c'est grave si on a parlé de tout ça sans mentionner les mots solidarité mécanique et organique ? Grave, non. Embêtant parce que, en fait, Durkheim suggérait d'en parler, puisque Durkheim reprend justement la théorie, l'opposition à solidarité mécanique, solidarité organique, qui reprend d'un sociologue juste avant lui qui s'appelle Ferdinand Tonis. Et ouais, ça, il fallait un petit peu en parler parce que c'est un des concepts clés du programme. Après, on pouvait quand même répondre à la question sans en parler. Mais c'est bien d'en parler quand même. Morico qui lui a inversé même les deux termes, mécanique organique, dans son explication. Moi aussi, donc ça arrive, si c'est une fois, ça arrive. Ça passe. Alors, exactement la même question, du coup, est-ce que c'est grave si on a inversé les termes ? Est-ce que c'est bon si on a parlé des instances d'intégration, du coup, pour montrer qu'elles ont été fragilisées dans les sociétés modernes ? Oui, tout à fait. Alors c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai pas pris le temps de lire, mais oui, on pouvait partir de cette idée qu'elles étaient fragilisées, mais qu'elles continuaient quand même d'être pourvoyeuses de solidarité mécanique. Effectivement. Il fallait juste bien être dans le bon équilibre pour dire, bah ouais, effectivement, on a un déclin de solidarité traditionnelle, mais en fait, pas tant que ça, elles se sont juste transformées. C'était ça l'axe du sujet. Lucie, est-ce qu'il fallait absolument parler des instances de socialisation ? Ça, c'est une question. Alors, moi, j'aurais tendance à dire oui un petit peu. Après, je pense que j'ai pas réussi, mais enfin, je sais pas comment faire, mais je pense que c'est jouable de faire quelque chose de très bien sans en parler. Léa, pouvait-on mentionner le développement des LMS et des syndicats pour montrer certaines évolutions dans une seconde partie ? Oui, mais à la fin. Mais à la fin, très bien. Rosario, est-ce qu'on pouvait parler de l'autofinancement des entreprises dans la question 1 de la mobilisation des connaissances ? On peut parler de tout, mais c'est pas central. Ok. Paul, solidarité de l'État en EC3, ça pouvait passer ? Oui, bien sûr. Fait, oui, bien sûr. Et bien voilà. Est-ce qu'on pouvait parler des inégalités d'intégration à cause du chômage dans l'EC1 ?
Oui, bien sûr. Et puis après, c'est beaucoup de questions qui se répètent un peu, donc je pense qu'on peut passer à la science sociale et politique. Ok. Alors, je vais aller un poil plus vite. Euh, Alors, on avait deux questions en sciences sociales et politiques. Il fallait en choisir qu'une. Bon, moi, je vais traiter les deux. La première question était comment les groupes d'intérêt influencent-ils le fonctionnement de la démocratie? Donc, c'est la sous-partie du premier chapitre qui a trait à toutes les questions autour des démocraties représentatives, délibératives, etc. Alors, ce que j'ai essayé de... On pouvait partir de l'idée que dans la démocratie, d'accord, que la compétition politique en démocratie, c'est comme ça qu'est formulé le programme, ne s'exerce pas qu'autour des partis politiques, d'accord, et qu'il existe, à côté des partis politiques, un certain nombre d'autres acteurs qui participent à la vie démocratique, syndicats, associations et groupes d'intérêt, c'est ceux qui nous intéressent ici, que j'ai définis comme des organisations soudées par un intérêt commun, qu'elles cherchent à imposer au pouvoir politique, par exemple, je sais pas, le lobby, par exemple, on a vu récemment le lobby du glyphosate, d'accord, des entreprises qui produisent du glyphosate, comme Monsanto, qui ont fait pression auprès de la Commission européenne pour ne pas, auprès du Parlement français, pardon, pour ne pas interdire dans la loi l'utilisation du glyphosate, qui est un herbicide. Voilà, alors l'enjeu du sujet ici, c'était de comprendre par quels moyens d'action les groupes d'intérêt agissaient sur le pouvoir politique. Alors il y en a deux. Le premier, c'est le lobbying au sens strict. C'est un lobbying au sens strict. C'est chercher à influencer le pouvoir politique afin qu'il élabore un certain nombre de législations conformes à ses intérêts. Donc je ne développe pas. Par exemple, Monsanto et le glyphosate, c'était un très bon exemple. Je pense que certains et certaines d'entre vous l'ont cité. Donc je ne reviens pas dessus. C'est la définition la plus connue des groupes d'intérêt. Il y a une autre acceptation qui voit les groupes d'intérêt comme des collaborateurs officiels du pouvoir politique en tant qu'interlocuteur, et c'est surtout vrai dans les pays anglo-saxons, en tant qu'interlocuteur privilégié du pouvoir politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont les représentants d'un secteur auquel l'État s'adresse quand il s'agit d'élaborer des textes, et finalement ils ont une mission d'expertise envers le pouvoir politique. Par exemple, les groupes d'intérêt de la filière énergétique ont une mission d'expertise, ont une fonction d'expertise auprès du pouvoir politique pour savoir finalement ce qu'il faut interdire, ce qu'il faut autoriser, etc. On peut également mettre en évidence le rôle de contrôle de l'action publique, puisque les groupes d'intérêt, ce ne sont pas que des lobbyistes, ce sont aussi des groupes de citoyens qui sont associés à la décision publique, à la décision politique, et ce qui leur permet de contrôler étroitement les décisions de leurs représentants et le cas échéant de les sanctionner. Donc par exemple, on peut citer les groupes de boycott, par exemple, comme un exemple de groupe d'intérêt. Dans les nouveaux mouvements sociaux qu'on a eu en question, il y a certains groupes d'intérêt, par exemple certaines ONG sont considérées comme des groupes d'intérêt parce qu'elles travaillent avec le pouvoir politique, comme Greenpeace par exemple. Est-ce qu'il y a des questions? Question qui se mélange un peu, les gens ne précisent pas forcément leur sujet. On pouvait mettre un autre exemple que la croissance endogène, c'est bon. C'est toujours la première question. Elle a posé problème celle-là. Ouais, j'en dirais. Elle est technique. Non, parce que la croissance auto-entretenue, c'est sous-entendu croissance endogène. Après, on pouvait utiliser le terme de croissance auto-entretenue si on expliquait, mais moi je pense que les correcteurs ils vont attendre le mot croissance endogène. Eh bien, écoute, non, sur les sciences sociales et politiques, ils ont tous trouvé le sujet plutôt cool. Ouais, je trouve aussi. Moi j'aime bien ça. Ça a l'air de... Bon, ça tombe bien parce que le sujet B, c'était très intéressant aussi. Comment expliquer l'abstention électorale? Donc c'est un petit peu d'actualité parce qu'on a eu une très forte abstention aux dernières élections présidentielles, notamment au second tour. Et ça tombe bien puisque le document... Ah oui, alors j'ai pas cité pour la question précédente, je reprends pas mal dans le développement que j'ai fait, l'argumentation du document en citant. Donc je vous laisserai aller lire. Je fais pareil ici. Et ça tombe bien parce qu'on a une forte abstention au second tour des dernières élections présidentielles. Et d'ailleurs, ils reprennent le document de l'Ipsos, qui est un institut français de sondage, qui mesure le taux d'abstention selon la classe sociale, le niveau d'éducation et le genre. Et alors, qu'est-ce qu'on voit?
on pouvait, à partir de ce document, montrer les ressorts de l'abstention, et à partir un petit peu objectif, un petit peu statistique. Et dans le premier document, le texte, essayer de voir les bonnes raisons, entre guillemets, que les inscrits, les non-votants, mettaient derrière leur comportement abstentionniste. Voilà, donc on va voir un petit peu ça en deux versants. Donc qu'est-ce qu'on a? Au second tour des élections présidentielles, on voit dans le document 2 que parmi l'ensemble des électeurs inscrits, environ un quart n'ont pas voté au second tour de l'élection présidentielle, toutes catégories confondues. Alors comment on explique ça? Plusieurs grandes explications. Le premier, c'est souvent, on considère l'abstention comme le reflet d'un défaut d'intégration sociale, comme le montre le taux particulièrement élevé d'abstention chez les chômeurs, 35% il me semble dans le document. Je l'ai pas forcément, je l'ai pas trop fait ici, mais n'hésitez pas à donner des chiffres. D'accord, là je les cite à l'oral, à l'écrit il y en a peut-être un petit peu qui manque. La participation électorale apparaît ainsi comme une dimension secondaire de la participation sociale. Donc finalement, il y a un lien entre abstention et degré d'intégration sociale. On peut aussi expliquer ça autrement. Si on prend des concepts un petit peu plus bourdieusiens, on peut voir l'abstention comme l'extériorisation d'un sentiment subjectif d'incompétence à comprendre les débats et les enjeux des différentes élections politiques. Par exemple, l'Ipsos souligne bien que les taux de participation sont nettement en dessous de la moyenne chez les moins diplômés. D'accord ? Donc on peut peut-être effectivement interpréter ça comme un sentiment subjectif d'incompétence à comprendre les grands enjeux contemporains. Et un effet d'âge aussi. La participation électorale croît avec l'âge et les jeunes s'abstiennent massivement. Ça, c'est pour les déterminants sociaux d'une abstention dite structurelle, d'accord, donc qui est liée aux structures un petit peu de la population des votants. Ici, on peut toujours expliquer l'abstention par des explications beaucoup plus conjoncturelles, d'accord. Et c'est le cas ici pour le second tour de sélection présidentielle, où on voit bien qu'il y a une forte abstention, document 2, et cette forte abstention, le document 1 nous permettait de l'expliquer. En effet, il existe une abstention conjoncturelle qui peut être liée à des modalités politiques particulières à une élection. Et à ce titre, le taux d'abstention était très élevé en 2017. Comment on peut voir ça? On peut voir ça. Il me manquait un morceau. On peut voir ça. Alors là, on peut reprendre le document 1. Le développement de l'abstention de ces 20 dernières années peut être interprété comme une politisation négative. C'est le terme du document 1 pardon, j'ai oublié son prénom, je crois que c'est Axel. Anne Muxel, pardon, qui explique que l'abstention devient une forme de politisation à part entière visant à sanctionner, voire délégitimer la classe politique. Et donc, l'abstention peut ainsi se traduire comme la volonté pour les citoyens de manifester leur désapprobation envers la classe politique, ce qui est une des interprétations possibles du fort taux d'abstention au second tour de l'élection présidentielle. Par ailleurs, quelque chose qui n'était pas obligatoire, mais qu'on pouvait mentionner, c'est que abstention ne signifie pas forcément dépolitisation ou passivité du citoyen, au sens où un ou une abstentionniste peut être par ailleurs engagé dans diverses activités militantes, associatives, etc. Donc voilà, à gros traits, comment on pouvait un petit peu cerner les ressorts de l'abstention. Moi, je pense qu'il sera valorisé ici, c'est vraiment de distinguer les dimensions structurelles, document 2 avec des chiffres, et les dimensions un petit peu conjoncturelles avec déjà l'abstention au second tour expliquée par l'extrait du livre d'Anne Muxel. Quelques petites questions Ouais. ou pas? Rapide, hein. Est-ce que ça nous pénalise si on a fait une partie sur les partis politiques et une autre sur les organisations comme les syndicats, etc. nous demande Enola. Dans quelle question? Hein Parce que dans la première, oui, c'est pénalisant, c'est hors sujet. Dans la deuxième, pareil, des syndicats et des partis politiques. Peut-être, oui, dans l'interprétation conjoncturelle, une des interprétations conjoncturelles de l'abstention, c'est peut-être effectivement de dire que les individus jugent que les partis politiques ne sont plus représentatifs. Possible aussi. Donc c'est aussi une forme de sanction. Ça marche. Le grand retour de Morico qui est en flip total décidément sur l'inversion des deux termes là tout à l'heure de organique et de solidarité organique Ouais. et
Il dit il l'a inversé dans toute sa copie. Est-ce que là, c'est vraiment grave Alors, à la limite, c'est plus... Alors, moi, je vais répondre à l'envers. C'est plutôt bien qu'il ait inversé dans toute sa copie, parce qu'au moins, l'erreur est cohérente. Si ça avait été inversé plusieurs fois, là, oui, c'était grave, parce qu'on ne comprend plus. S'il y a les bonnes idées, et que c'est tout le temps interverti, au bout d'un moment, le correcteur s'en rendra compte. Et il se dira, bon bah ok, il a inversé, mais dans les grandes idées, bon, les termes étaient importants, mais il y a aussi quand même l'explication derrière qui est tout aussi importante. Il n'y a pas que des mots à mettre. Et à mon avis, on peut tout à fait ça peut, si encore une fois, si l'argumentation est correcte, je pense que ça peut passer. Alors évidemment, ce sera un petit peu sanctionné par rapport à quelqu'un qui n'aura pas interverti. Mais je pense pas que ce soit rédhibitoire. Amir qui nous dit, pour l'ouverture, pouvez-vous parler du fait que la Belgique mettait des amendes aux abstentionnistes et dire, voilà, pourquoi pas faire la même chose en France? Oui, encore une fois, on peut parler de plein de choses. Faut juste, alors je sais pas trop comment ça a été amené, mais a priori, oui, ça a l'air bien. J'avais pas entendu parler de ça, mais ça a l'air bien. Eh bien, écoute, je pense que c'est bon. On va pouvoir clore ce live. Voilà, et ben donc vous pouvez retrouver le corrigé ici en téléchargement sur digischool.fr ou en cliquant sur le petit i en haut à droite de la vidéo. C'est du coup la fin pour moi de ce live. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette correction du bac de sciences économiques et sociales 2018. Je vous souhaite bon courage pour la suite des épreuves, sachant que je crois qu'il ne reste qu'une journée. Et à très bientôt sur DigiSchool.